Avant que vous veniez ici, hein, avant que je rencontre les intervenants et avant que Marion vienne ici, nous on ne savait pas qu'on faisait de l'agroécologie. Voilà. On ne le savait juste pas. Et donc, quand on devait faire cette journée qui moi m'intéressait beaucoup, on s'est dit où est-ce qu'on va les amener. Donc il fallait un endroit stratégique pour manger, pour qu'il y ait une salle des fêtes à proximité, un parking à proximité et si possible à proximité de la nationale. Et donc je me suis dit, bon peut-être que chez nous c'est possible, donc j'ai fait venir Marion qui m'a dit ouais mais c'est justement ça qu'on recherche. Donc voilà, je faisais de l'agroécologie sans même le savoir. On a écouté, bon et on fera. Et puis on est prêt à aller faire une formation s'il faut. Ici vous êtes donc dans le GAECLAM. Le GAECLAM, il y a Anto qui n'est pas là parce qu'ils en avaient marre de nous entendre parler. Il y a mon frère qui lui s'occupe de tout ce qui est machinisme. Vous avez vu la pelle, la mue mécanique, tout ça. Et puis celui qui est le kamikaze qui fait tout ça. Après, il y a bien sûr Anto, hein, qui est le jeune de l'exploitation. Anto qui est arrivé chez nous, il avait 16 ans. Il était un peu turbulent, pour tout vous dire. Et puis là, il en a bientôt 30. Et voilà, c'est lui on est associé, celui qui reprendra. Et puis ma femme qui fait la transformation fromagère. Donc, puisqu'on a un troupeau de brebis. On vend une partie du lait au laitier, l'autre partie on la transforme. On a des vaches que vous avez peut-être vues là. On fait un peu d'huile d'olive puisqu'on est en train de restructurer les vieilles oliveraies. Voilà. Et puis on fait du bois de chauffage. Mais on fait du bois de chauffage, j'ai envie de dire raisonné. On fait du bois pour nettoyer. Pas pour faire du bois, pas pour faire des stères de bois, mais pour nettoyer. Et au fur et à mesure qu'on nettoie, on vend quelques stères de bois parce que ça paye un peu les frais. Les vaches que vous voyez là, la grosse moitié du troupeau est déjà là-haut au niveau des nuages là-bas sur le col de Tende. Celles-là, elles ne sont pas montées parce qu'on a essayé de les empêcher de monter en les poussant par ici en prévision de cette journée. On va les montrer nos vaches, la résilience dont elles font preuve dans des milieux, comme vous voyez, qui sont assez difficiles. S'il n'y a pas les nuages, à cette heure-ci, ici on ne reste pas là, comme ça, comme on est. Hein. Voilà, ça tape, on voyait bien que c'est grillé au sol. Bon, voilà. Donc les vaches, qu'elles font à partir de la fin de la semaine, elles vont partir et elles montent sur le plateau de Tende. Voilà. Ça fait, Marion, on avait calculé, ça fait entre 15 et 20 km, c'est ça. Voilà. Elles montent et au mois d'octobre, elles reviennent. Voilà. Donc c'est assez exceptionnel qu'elles soient ici en ce moment. D'habitude, normalement, elles sont là-haut. Ça fait que ça permet, comme le disait Mathieu ce matin, ça permet aussi de reposer les pâturages. De reposer, de restructurer le sol. Enfin, tu nous as expliqué ça un peu ce matin. Hein. Donc après, vous le voyez, hein, tout ce qu'on a fait ici, on n'a fait rien d'extraordinaire, mais on s'est dit que bon, il fallait, plutôt que de passer les bulldozers et tous ces trucs, on s'est dit qu'il fallait ouvrir les milieux qui étaient le plus fermés, tout en laissant, vous le voyez, des endroits refuges de ci, de là. Après, les prochaines interventions, ça sera de couper, débrancher surtout pour entretenir les arbres. Voilà, ça servira aussi à faire du bois de chauffage. Et ça servira aussi l'hiver à faire manger les vaches. Parce que on a fait l'exploitation de cette année là juste dans le creux. On s'y est pris trop tard parce qu'on n'avait pas le temps. Voilà, on avait d'autres travaux. Ça fait que les vaches n'ont pas mangé les feuilles parce que après le mois de février, après on va dire, allez, après le mois de mars, les vaches ne touchent plus les feuilles qui tombent par terre. Hein. Voilà, elles ne touchent plus. Donc ça fera double travail pour nous. Parce que les branches qu'on a coupées ont conservé leurs feuilles. D'habitude, on fait ça en plein hiver. Donc les branches qui tombent, les feuilles sont mangées. Il ne reste que les rameaux et les branches. Il faut qu'on arrive à maîtriser le foncier de toute façon. Alors moi j'ai coutume de dire la terre n'appartient à personne. Ceux qui disent c'est à moi,
Si c'est à toi, il faut que tu en prennes soin. Voilà. Si c'est à toi, il faut que tu en prennes soin. Sinon, c'est pas à toi. Tu peux avoir les papiers que tu veux, c'est pas à toi. Voilà. C'est comme ça. Après, ces discussions, bon, moi, c'est une philosophie, c'est un point de vue. Après, je ne dis pas que j'ai raison. Donc, on fait sur ce qui est à nous, voilà, et puis on fait aussi un peu sur ce qui n'est pas à nous, parce que si le feu arrive, ils s'en foutent de savoir si c'est à toi ou à moi. Hein. Voilà. Et après, des responsables, on n'en trouve jamais. Mais je reste dans mon idée toujours la même, que à partir du moment où tu nous dis, quand j'ouvre une zone, les vaches elles y vont, toute la difficulté c'est qu'elles y aillent et qu'elles fassent le bon boulot, ni trop ni trop peu. Trop ça te défonce tout, trop peu ça referme. Et on est toujours dans cette logique-là, mais c'est très facile pour moi de vous dire, mais oui, mettez-les là, c'est tout bête, et puis mettez-en une grande quantité. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué, mais j'ai l'impression que votre travail d'éleveur pastoral, ce serait vraiment d'arriver à utiliser l'animal plutôt que le gyrobroyeur. Le gyrobroyeur viendrait en deux quand j'ai pas réussi à mon truc. Mais avec toujours cette difficulté, tu nous parlais hier, je crois que tu as 60 vaches. 60 vaches pour un espace aussi vaste, de toute façon, c'est compliqué et tu auras bien du mal, je pense, à pouvoir tout gérer avec les animaux. Et plus vous serez capable de les orienter, ou peut-être que c'est simplement le gyrobroyeur, comme tu nous dis, le gyrobroyeur les amène à un endroit. Peut-être que, tu vois, en trouvant des petits outils comme ça, c'est probablement comme ça qu'on arriverait à optimiser ou améliorer un petit peu la gestion sans vous dire que c'est bon, il n'y a plus besoin de gyrobroyeur. C'est vraiment une histoire de le gyrobroyeur viendrait comme un outil de rattrapage quand l'animal n'est pas suffisamment passé. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait... Mais voilà, j'ai pas la solution technique, j'ai pas cette prétention-là. La vache autour d'elle, elle a une bulle on va dire de tolérance. On a une vache en face de nous et on marche régulièrement. Et tant que la vache ne bouge pas, eh bien on peut évaluer la bulle autour d'elle. Donc parfois on est à 15 mètres et la vache s'éloigne, donc ça veut dire qu'elle a une bulle autour d'elle de tolérance de 15 mètres. Et parfois on peut aller jusqu'au contact, donc ça veut dire qu'elle a une bulle toute petite et que du coup la relation est très avancée au niveau de la distance. C'est malin, hein. Dans ce qu'on a vu là, on peut planter facilement ou laisser pousser 5000 frênes. Il y a la place pour ça. Et du mûrier, et puisqu'on citait le tilleul, etc. Des arbres. Non, mais c'est un super fourrage. Et du noisetier, là, il y a un potentiel qui est énormissime. L'arbre est tété, dans lequel on monte, on mécanise et on fait tomber de la branche et on nourrit les animaux vraiment avec ça. Et ça veut dire que c'est aussi de la branche au sol sur lesquelles les animaux marchent, qui protège le sol, qui permet à l'herbe de repousser. Ça, ce serait bien de le tester dans des petites zones, parce que dans toutes les zones qui sont humectées comme ça, à mon avis, il faut ramener du feuillu, il faut ramener du caduc. Il faut ramener du caduc parce que c'est un feuillage qui est plus facile à gérer. On a vu l'érable, le fameux érable, l'érable de Montpellier que tu avais repéré en bas. Donc ici, on a déjà la génétique, on a déjà les géniteurs qui sont en place, de l'importance de mettre les zones en défense. Il y a un potentiel énormissime. C'est le cours d'eau en bas, on peut faire l'équivalent de ce qu'on voit dans le marais Poitevin, c'est-à-dire des frênes têtards sur plusieurs étages. Et ça veut dire aussi que le geste à venir, je pense que de l'importance de les conduire, de les travailler, pour les optimiser, pour les renforcer. Les frênes que je vous ai montrés ce matin au Maroc, ils sont dans des conditions 5 fois plus difficiles. Et ils sont 10 fois plus gros. De cette production exponentielle de biomasse et donc de fourrage au bénéfice. De temps en temps, il faut... Bon, il y a des jeunes qui reviennent et puis mécaniser une mini-pelle avec un sécateur dessus, c'est facile. Avec 1 litre de gasoil, on fait à manger pour un gros troupeau. Enfin, vous voyez le rapport de l'énergie qu'on va consommer et de l'amplitude, j'insiste, du bas-fond, très humide jusqu'au plus sec, trouver les adaptations nécessaires et suffisantes. Là, tout à l'heure, quand on était un peu moins nombreux, tous les animaux mangeaient à hauteur. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de pâturer à hauteur d'animal, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et de renforcer cette présence et de donner de la branche quand elles en ont besoin, ça peut équilibrer beaucoup de choses. Et quand tu nous dis 5000 frênes, oui.
Ça paraît beaucoup, à mais c'est mettre rien. ou existant, effectivement, c'est pas grand chose. Non. Admettons tes 5000 frênes, tu les tailles tous les 5 ans, c'est-à-dire que tu as 1000 frênes par an. Oui, par exemple. 1000 frênes par an, tu nourris tout le troupeau pendant 3 mois. J'exagère peut-être, mais en tout cas, tu as. Au bout de quelques années. Mais c'est même pas l'objectif en fait. L'objectif c'est d'avoir un complément. Quand l'herbe commence à être menacée parce que je la surexploite, l'herbe elle sort et je rentre l'arbre. Et je peux avoir des alternatives. Alors, si j'ai envie de faire très compliqué, on peut donner tous les jours du frêne et de l'herbe, mais ça c'est très compliqué et ça n'a pas de sens ici. Mais en tout cas, pour pouvoir avoir des relais, pour me dire ma zone de prairie, il faut aussi que je lui donne de la souplesse et c'est l'arbre qui me l'amène. Et c'est facile, c'est en sécurité, je sais où c'est, tout est organisé. Je crois que là il y a un vrai levier pour qu'on puisse redonner vie au moins à toutes ces parties basses qui sont accessibles. Je reviens à mon histoire de trogne, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une ici, et je la conduis, je fais un parasol. Le système DSA en Extrémadure, c'est ça, c'est sur 3 ou 4 brins, c'est-à-dire que je l'ai montré sur la photo avec les chaînes de liège, c'est-à-dire je dose de la lumière, mais j'ai une demi-ombre portée quasiment toute la journée sur le sol, hyper favorable à la pousse de l'herbe. Et c'est ça la gestion, c'est que cette trogne va toucher celle-ci, qui va toucher celle-ci, mais il y a une juste quantité de lumière qui rentre sans griller. Et c'est ça la finesse de l'exercice. Et c'est comme ça qu'on retrouve facilement de l'herbe sous les arbres. Puis après, avec toute la strate arbustive qui est hyper importante, etc.